Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la respiration. Le collectif Réinfo Santé est heureux aujourd'hui de vous faire voyager dans l'arrière-pays niçois, près de Contes, afin d'y apprendre sur un sujet en tout point nécessaire à toutes et à tous, l'agriculture. Et plus particulièrement, une agriculture responsable et éthique qui se nomme la culture sur sol vivant. Et vous allez comprendre à quel point la collaboration, c'est-à-dire en son sens propre la participation à l'élaboration d'une œuvre commune, mais aussi l'entraide, la transformation, la transcendance et le cycle perpétuel et naturel du vivant sont non seulement les maîtres mots de cette vie agricole, mais aussi un témoin on ne peut plus actuel et inspirant pour nos sociétés dites modernes. L'agriculture, c'est littéralement la culture du champ, et plus particulièrement la culture de la terre. La terre, cette matière, vous savez, qui au fil des dernières décennies se cache en quelque sorte sous le confort et le profil bétonisé de nos pensées. Il est vrai que de nos jours, nombre de comportements sociétaux, politiques et économiques mettent à mal non seulement l'agriculture, mais aussi celles et ceux qui en sont passionnés, et encore davantage la matière et le vivant qui nous permettent simplement de vivre. Une sorte d'inertie délétère et déshumanisante dont il nous revient entièrement de les faire évoluer. Et pourtant, cette terre, serait-elle avant tout cette consistance qui pèse sous nos pieds, qui nous donne, qui nous abrite, qui nous nourrit, et nous sert de demeure pour l'éternité. Du haut de ces pyramides, 40 siècles d'histoire vous contemplent, disait Napoléon. Peut-être pourrions-nous dire, non sans mal, que du haut de votre temps, une éternité vous supporte. La terre pourrait-elle seulement parler? À entendre bien sûr, comme vous le souhaitez. La terre que nous voyons aujourd'hui ne représente qu'une parcelle infime si nous la comparons à d'autres fermes dites industrielles. Cependant, la vie est bien plus présente et diversifiée. Ce qui étonne lorsqu'on arrive à la ferme de la Sousta, c'est là que nous sommes, c'est qu'elle semble se situer dans un univers à part, pourtant proche de la ville, mais à la fois en dehors, à portée de jambes, mais méritante pour les plus curieux. Elle respire ici et là dans son propre temps, enclavée entre deux flancs de montagne, à la portée du tout vivant, du spontané et de l'insaisissable. Un ressenti du bout du monde, d'un petit chemin sans prétention, menant à un paradis pittoresque dont on aurait pu douter de son existence. Là où la poussière du passé côtoie la vie du présent, ce cycle naturel dont l'œuvre au coin de chaque seconde nécessite latence. Magnifique pied de nez à notre époque de l'immédiateté, de la vie fragmentée, à notre ego et impatience démesurée. Il était une fois, mesdames et messieurs, la culture sur sol vivant, cette activité vitale et responsable qui de la terre produit des végétaux nécessaires à l'homme, à l'élevage et à sa propre élévation. Une histoire racinaire autour de la lumière, de l'amour, de la terre, de l'air, de l'eau, qui compte et respire par milliers les liens omniprésents du vivant et de ce qui doit, avant tout, le rester.
Rudy Terreno, bonjour. Bonjour Florent. Nous avons le plaisir de vous recevoir dans le cadre d'un collectif de santé Réinfo Santé qui promeut une santé intégrative pour tous. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors avant tout, je voudrais faire comme nos collègues médecins. Je voudrais dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt, ni avec Monsanto, ni avec Bayer, ni avec personne. Donc je suis libre et maître de moi-même. Je suis maraîcher depuis 1 an et demi. On a hérité de cette super ferme agricole où il s'y produisait du maraîchage diversifié. C'est un ami qui a eu un accident de tracteur et qui est parti suite à cet accident, qui nous a laissé ce fabuleux patrimoine. Il a fait beaucoup de travail, beaucoup de mise en forme. Et du coup, nous, on est là pour reprendre le flambeau. Et c'est une super aventure depuis à peu près 2 ans, quoi. Super. Du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que c'est être maraîcher? Être maraîcher, qu'est-ce que c'est? Pour moi, être maraîcher, c'est une très très grande responsabilité. Pourquoi c'est une grande responsabilité? Parce que on choisit pas ça pour les vacances, on choisit pas ça pour l'argent, mais on choisit ça pour le contact avec la nature et essentiellement pour nourrir de manière, pour moi, hein, pour nourrir de la manière la plus saine la population, quoi, l'entourage. Puis après, c'est vrai que c'est important aussi de respecter la nature, de respecter l'environnement et d'essayer de mettre tout ça en synergie pour qu'il n'y ait pas que l'être humain qui soit valorisé, mais que les petits vers de terre, ils soient contents, ils soient heureux d'y vivre, les papillons, les libellules, les colamboles, tout ce qu'on veut, toute la biodiversité qui puisse y vivre, puisse y régner comme elle se doit, quoi. Oui, voilà, parce que votre profession, c'est certes maraîcher, mais il y a une spécificité sur l'agriculture que vous proposez, qui est l'agriculture sur sol vivant. C'est ça. C'est exactement ça. On va y revenir un peu après. Tout d'abord, par rapport à Réinfo Santé, nous vous interviewions par rapport au thème de la respiration. Est-ce que déjà, premièrement, vous pouvez nous dire ce que vous évoque la respiration, personnellement? La respiration, personnellement, ça m'oblige justement à me poser la question pendant que je respire, là, actuellement, en ce moment même. Et ça me fait penser à la vie, déjà, la vie dans sa globalité, parce que sans respiration, il n'y a pas de vie. Au renouvellement de cellules. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais je sais à peu près que ça se passe comme ça, quoi. Puis la respiration, sans oxygène, sans air, on prend le cas d'une maison, si on l'aère pas, si elle respire pas, elle moisit, elle pourrit. Le sol, c'est exactement la même chose. Si on prend un sol et qu'on le tasse, s'il y a un excédent d'eau, on va avoir une odeur de vase, de l'hydromorphie, ça s'appelle. Donc on va avoir une odeur de vase qui va asphyxier complètement le sol, qui va arrêter l'activité biologique. Et là, on plante rien là-dedans, quoi. Alors justement, sans air, pas de vie. Qu'est-ce qui, dans votre métier, fait que la respiration est d'une grande importance? La respiration humaine ou la respiration du sol? Dans le métier, voilà, dans votre métier en tant sol, que... on est d'accord, hein. Exactement, sur sol vivant, culture sur Alors, sol vivant. ce qui est important, pourquoi c'est important de favoriser la respiration du sol, l'aération du sol, c'est que, en fait, on appelle ça l'anaérobie. C'est-à-dire que si on descend dans les surfaces profondes du sol, on n'aura pas de vie, on n'aura pas d'air. Mais si on reste dans les surfaces supérieures, là où les vers de terre ou les autres insectes ou autres insectes vont faire des petites galeries, en fait, c'est eux les aérateurs du sol, c'est eux qui vont s'occuper de faire l'aération du sol. Et on dit dans le jargon que c'est eux les laboureurs, quoi. Nous ici on laboure pas, on retourne pas la terre.
Et en fait, au final, c'est l'activité biologique du sol qui s'en occupe, quoi. C'est eux qui s'occupent de tout ça, et il n'y a personne sur la planète qui peut dire qui est un meilleur laboureur qu'un ver de terre, quoi. Un ver de terre, c'est magnifique le travail qu'il fait, parce ils font des galeries horizontales, des galeries verticales. Dans ces galeries, ils vont y déposer du mucus. Ces galeries, elles vont être, ça va être un tunnel pour les racines, qu'en fait, elles vont rentrer là-dedans. Elles vont y trouver le mucus que les vers de terre auront laissé sur les parois. Et ça, c'est comme vous proposer une mangue, quoi. Là, si je vous propose une mangue, un fruit qui va vous ravigorer, là, pour la plante, c'est exactement la même chose. Elle va rentrer dans cette galerie, elle va y trouver le mucus du ver de terre, elle va y trouver ses déjections. Et tout ça, en fait, c'est important que ça reste en milieu anaérobie. Aérobie, pardon. Donc, pour reformuler juste grossièrement, quand un sol est en aérobie, ça veut dire que il y a des échanges gazeux qui se font entre les différents organismes vivants, qu'ils soient végétaux et animaux, sur une épaisseur bien particulière. À l'inverse d'une culture en anaérobie, où justement là, c'est possible que ça se passe, qu'il y ait des organismes, quels qu'ils soient végétaux ou animaux, qui se développent sans la présence d'oxygène ou d'air, quoi qu'il en soit. C'est ça. C'est ça. Superbe. Et l'autre avantage aussi, c'est que si on prend un terrain qui a été labouré depuis des années et qu'il est encore, forcément il n'y a plus de vie dans le sol, ou très très peu. Ouais. Il n'y a jamais plus de vie dans un sol, mais très très peu, ça c'est sûr. Il en restera que très peu. Si le sol est matraqué toutes les années, il en restera que très peu. Et le problème de ces sols, c'est qu'en fait, ils n'ont plus de porosité. Le problème, c'est qu'un sol qui n'a plus de porosité, c'est un sol, c'est un super sol pour faire des inondations, quoi. Parce qu'il n'y a plus d'infiltration d'eau, il n'y a plus d'échange. Et donc du coup, l'eau, au lieu de percoler dans le sol et de s'infiltrer, elle va ruisseler et elle va créer des inondations, des coulées de boue, et c'est ce qu'on appelle du lessivage. En fait, ça va emporter les particules d'argile, les particules de surface, les particules nutritives aussi, et ça va les emporter direct dans les ruisseaux qui vont aller dans les mers ou autres. Et en fait, c'est une aberration, quoi, parce que du coup, on stérilise le sol en le labourant, et en plus de ça, on le rend imperméable. Ce qui fait qu'en fait, on lessive complètement. Donc donc c'est pas forcément une donc, mais disons que les fermes, qu'on appelle les fermes industrielles à grand rendement, qui sont labourées matin, midi, enfin peut-être pas matin, midi et soir, mais en tout cas de façon récurrente, ces sols-là donc sont pauvres, on va dire en vie, que ce soit en insectes, en champignons. Attention, juste pour préciser, dans le bio c'est pareil, hein. Oui. On y viendra après sur la différence entre le bio et les fermes industrielles, avec les pesticides, etc. Mais quoi qu'il en soit, ces sols-là sont beaucoup moins perméables, beaucoup moins aérés, et présentent beaucoup moins de vie que lorsqu'on travaille, on cultive sur des sols, enfin sur la culture qu'on appelle sur sol vivant. C'est ça, hein? Ouais. D'accord, ok. C'est ça. Ou alors, voilà, il y en a qui pratiquent le labour léger, le labour en surface. Mais c'est sûr que quand on voit des charrues passer sur 30-40 cm de profondeur, on peut se douter de ce qu'il en ressort, quoi. D'accord, alors du coup ma question c'est comment ça se passe la culture sur sol vivant? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les mécanismes qui sont en œuvre dans cette culture-là? Alors on a déjà esquissé certaines choses, mais voilà, qu'on comprenne depuis le début. Alors la première question, je pense, à se poser, et que je travaille et que j'ai beaucoup travaillé et que je travaille encore beaucoup, c'est il faut se poser la question: comment faire pour ne pas faire? Comment faire pour ne pas faire? Ouais. D'accord, alors c'est-à-dire? C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la forêt, je sais pas, moi je la vois, la forêt là derrière moi, et je pense pas qu'elle ait besoin de mon aide pour pousser, quoi. Il y a un système qui s'est mis en œuvre qui fait que le sol n'est pas tassé, le sol n'est pas en hydromorphie, c'est-à-dire qu'il n'est pas
il est pas super tassé, quoi. Vu que la vie s'y développe, ça veut dire qu'il y a une porosité qui s'y est mise. Et cette porosité, elle s'y est mise naturellement. Donc comment faire pour ne pas faire? J'ai rien fait pour que ça fonctionne. Donc c'est vrai pour le maraîchage, c'est pareil. Après bien sûr, il faut, si on veut interagir avec la nature, il faut quand même bien sûr y mettre sa petite touche, quoi, sa petite graine, exactement. Tout simplement, on y dépose du broyat. Nous on fonctionne comme ça. C'est quoi le broyat? Le broyat, voilà, le broyat c'est de la matière organique. On va appeler ça plutôt comme ça dans un premier temps. La matière organique. Donc la matière organique, elle peut soit être la matière fécale, donc la matière animale. Si elle est paillée, c'est que mieux. Ou de la matière végétale. Pour le moment, j'ai que ces deux. J'ai que ces deux pensées. Donc sur la matière fécale, donc animale, voilà. Donc ça c'est tous les insectes, les ragondins, tous les animaux, la faune sauvage présente. J'ai vu que vous aviez des poules et des canards, des oies. Pareil, elles sont libres d'y aller. Et pareil, ces déjections-là vont favoriser aussi on va dire tout ce qu'on appelle cette fameuse matière organique. Elles sont pas libres d'y aller parce qu'elles nous détruiraient complètement tout. D'accord. Voilà. Mais oui, bon, là on change de sujet, mais les poules on s'en sert en fait pour fertiliser les sols. Pour fertiliser les sols. Pour les nettoyer aussi avant culture. D'accord. Donc en fait j'ai créé un poulailler mobile que j'ai pas encore mis en fonction, mais on va pas tarder à s'en servir. Mais c'est-à-dire que quand on veut mettre une planche en culture, techniquement plus tard cet hiver on mettra le poulailler mobile sur cette planche. On parque les poules sur cette planche. Donc les poules nettoient, fertilisent le sol et elles aèrent un petit peu avec leurs papates, elles sont contentes et en plus elles trouvent beaucoup de protéines animales qui est super bonne pour elles, quoi. Et elles nous font des œufs. Parfait. Des œufs de super qualité, quoi. Super. Donc toute la matière organique qui se retrouve, on revient sur cette matière organique qui se retrouve sur les sols. Voilà, ce qui est important de penser, c'est que c'est la nourriture. C'est la nourriture. Pour que je reprends l'exemple de la forêt, pour que la vie s'y développe et qu'il y ait cette porosité dans le sol, il faut de la nourriture. Mais d'où vient cette nourriture? La nourriture, là en l'occurrence, elle vient du maquis et de la matière organique qui tombe des arbres, c'est-à-dire des feuilles, des épines, qui va tomber au sol, qui va faire un couvert végétal et qui va se décomposer grâce à l'activité biologique. Les vers de terre, les champignons, bon, d'abord c'est les champignons qui attaquent, après les vers de terre, après voilà, tous les autres petits animaux qui vont manger cette nourriture, cette matière organique et qui crée un cycle. Voilà, exactement. Enfin, plusieurs cycles. Exactement. Et sans nourriture, on n'aura pas un sol vivant parce que si on n'offre pas le gîte et le couvert à la vie du sol, on n'aura pas cette activité biologique qui va s'installer, quoi. Donc c'est pour ça, premièrement, c'est y déposer une couverture sur le sol, de manière à ce que aussi les rayons du soleil ne viennent pas taper directement sur le sol. Le soleil va stériliser le sol, donc c'est important que le sol soit couvert, soit par un couvert végétal, soit un couvert végétal vivant, soit par de la matière organique qui a été broyée au préalable. Alors, je vais nous parler d'un couvert végétal vivant. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quoi ça fait référence? Alors, dans le jargon, on appelle ça un engrais vert. Un engrais vert, ça va nous servir à remettre en vie une parcelle, si on veut structurer son sol. Si on veut le structurer, si on veut, ça dépend de ce qu'on veut y faire. Si on peut servir des racines. Un engrais vert, en fait, c'est pour préciser, c'est par exemple on a une planche et là ce que je voudrais y faire c'est refaire la porosité de mon sol, la structure granulométrique de mon sol. Donc ce que je vais y faire, si je vais y faire ça, je vais y semer des plantes avec une forte puissance racinaire. D'accord. Voilà. Donc c'est moi qui vais choisir si j'ai envie d'y mettre des plantes à fort système racinaire de surface ou des plantes qui vont justement les structurer le sol en profondeur. D'accord. Donc il y a cette option là, donc la structure du sol via les racines,
On peut ici aussi y ajouter dans ce mélange de graines qu'on va venir semer à la volée, dit à la volée, donc c'est à la main. On peut ici y ajouter des plantes qui vont fixer l'azote de l'air, donc des légumineuses. Donc en fait ces plantes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont capturer l'azote de l'air et sur leurs racines elles vont faire des petites nodosités blanches et quand elles mourront, quand les plantes mourront, elles vont laisser ces petites nodosités blanches, ces petites voilà, c'est Ça servira de garde-manger pour la suite. exactement, qui seront remplis d'azote. En fait c'est l'azote qui sera fixé de l'air pour être redonné au sol. Donc ce couvert végétal côtoie à la fois ce que vous voulez planter, que ce soit des légumes, des fruits, peu importe, enfin peut le côtoyer, ou sinon ça meurt et les restes de ces plantes-là deviennent de la nourriture pour ce qui va suivre. Exactement. Super. Exactement, donc après on se sert aussi de ce couvert végétal une fois qu'il est bien grand, avant d'arriver avant d'arriver à trop de maturité de la plante, il ne faut pas qu'elle arrive en graine parce que sinon elle va passer beaucoup d'énergie dans la graine et en fait ça va être inversé, l'effet désiré va être inversé. Donc une fois arrivé au bon moment, on va le coucher et là on va voir notre couverture du sol. Okay. Voilà, on va avoir notre sol couvert. Et une fois qu'il va être couché et qu'il va arriver à la fin de son cycle, qu'il va mourir, toutes les racines qui vont être dans le sol auront fragmenté en fait, en poussant, elles auront fragmenté le sol, elles auront poussé, ok. Une fois qu'elles s'installent dans le sol, qu'elles vont faire toutes leurs racines, elles vont fragmenter le sol, elles vont l'éclater en fait en gros. Et quand elles mourront, elles vont libérer de l'espace. Et elles vont nous laisser un sol en fait pour eux, elles vont nous laisser un sol. Donc on a deux manières de rendre... Tout un sol qui respire. Voilà, un sol qui respire. Donc en plus, quand elles vont mourir, en fait, on aura de la matière organique extérieure et de la matière organique dans le sol aussi, quoi. Qui va pouvoir nourrir nos petits habitants du sol, grâce aux racines. D'accord, donc une fois qu'on a ce couvert végétal, que le sol a été aéré, et donc du coup que les insectes, entre autres, on fait leur galerie et on va poser du mucus, et comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, ce mucus-là va être aussi une nourriture pour les futures plantes. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui rentrent en compte dans ce phénomène-là? Je vais vous dire des champignons, par exemple, des bactéries. Ah, bien sûr. Hein. Ah, bien sûr. Il y a un champignon qui est super important, c'est le mycorhize. Alors, le mycorhize, en fait, quasiment toutes les plantes sont mycorhizées, enfin pas toutes, mais il y en a quelques-unes qui ne le sont pas. Il faut savoir qu'en fait le mycorhize, c'est un champignon qui va pouvoir décupler la force de succion hydrique de la plante. C'est-à-dire qu'en fait, si la plante a c'est schématisé, mais si la plante a un système racinaire comme ça, ok, grâce au mycorhize, il va être décuplé x 10, quoi. Enfin, c'est peut-être une bêtise que je dis, mais il va être décuplé de manière énorme. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce champignon, il va vivre en symbiose avec la plante. Donc bien sûr, pour qu'il soit là, ce champignon, il ne faut pas toucher le sol, il ne faut pas labourer, il ne faut pas casser la connexion. Et en fait, ce champignon, il va vivre en symbiose avec la plante, c'est-à-dire que le champignon va apporter de l'eau et autres nutriments à la plante, et en échange, la plante va fournir un certain pourcentage de sucre au champignon pour qu'il puisse vivre. Donc en fait, les deux vont vivre main dans la main. C'est une vraie collaboration. C'est une vraie collaboration, exactement. D'accord. C'est quoi ce qu'on appelle la fin d'azote? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus par rapport à ça? Alors la fin d'azote, c'est F-A-I-M, fin. Très bien de le préciser. Comme quand on a ça. Ouais. La fin d'azote, en fait, c'est... comment le schématiser? La fin d'azote, c'est... si par exemple on prend du broyat qui a été fraîchement découpé, ouais, qui a été fraîchement broyé, on vient le déposer et l'insérer dans notre sol, en fait sur la partie mixée avec le sol, sur la partie mélangée avec le sol, il va se créer cette fin d'azote. Pourquoi? Parce qu'en fait on vient y ajouter de la matière très carbonée. Voilà, donc la matière carbonée, c'est plus le bois est ligneux, plus il est carboné, plus on se rapproche de l'extrémité de la plante, moins s'il est ligneux. Donc c'est une matière plus azotée.
Plus le bois est carboné, plus on aura une fin d'azote importante. C'est-à-dire qu'en fait, les organismes du sol, imaginons on prend notre sol, voilà notre sol, là on a notre terre, on vient y ajouter exactement la même quantité de broyat qu'on mélange, voilà. Et en fait, dans tout cet horizon, il va se créer cette fin d'azote. En fait, c'est-à-dire que pour décomposer le bois qu'on y a mélangé, les organismes du sol ont besoin d'azote. Ils ont besoin d'azote pour décomposer cette matière carbonée. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont aller chercher tout l'azote environnant possible. Donc c'est-à-dire que si nous, dans notre horizon, où il y a notre bois fraîchement mélangé avec la terre, on vient y implanter une plante. En fait, ce qu'ils vont faire tous les organismes du sol, c'est qu'ils vont réquisitionner tout l'azote environnant, parce qu'ils ont besoin d'azote, ils ont faim d'azote. Donc ils vont réquisitionner tout l'azote environnant et ils vont aller le pomper des plantes. Donc ils vont pomper l'azote des plantes pour aller décomposer ce bois très très carboné. Donc si on veut éviter cette fin d'azote, on peut la mélanger avec, je dirais, je crois, hein, si je ne me trompe pas, j'ai pas fait vraiment des essais, mais approximativement, je dirais 60-70% de matière azotée mélangée avec 30-40% de matière carbonée. C'est-à-dire en matière azotée, on peut y mettre du fumier. Voilà, c'est une matière beaucoup plus azotée. Voilà. Il faut savoir que l'appellation BRF, c'est bois raméal fragmenté. Voilà, c'est une utopie de croire qu'on peut faire du maraîchage avec du BRF. Parce que le BRF, c'est comme je disais, du bois raméal fragmenté. Donc, c'est-à-dire que si on prend le pêcher là derrière nous, le bois raméal, c'est le bois, le rameau de l'année en fait. Donc, se dire qu'on va nourrir tout notre sol avec les rameaux de l'année, ça va pas, ça va être long quoi. Ça va être long. Ou alors il nous faut des kilomètres de haies. Donc, c'est pas parce que on y met du broyat. Le broyat en fait, c'est tout simplement les branches ou le tronc que ça va pas fonctionner. Voilà, si plus la matière est carbonée, plus ça va mettre du temps à se transformer, mais elle va faire une matière aussi plus stable dans le temps. Voilà, la matière azotée va nourrir la plante sur le coup. Plus elle est azotée, voilà, si on prend de la tonte d'herbe, c'est de l'herbe, plus c'est vert, plus c'est azoté. C'est ça qui va vraiment booster la plante sur le court terme. Mais si on veut nourrir les organismes du sol, c'est plutôt de la matière carbonée. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un équilibre dans les deux aussi. D'accord, donc une fois que le sol a tous les ingrédients nécessaires, d'accord, donc il y a vous plantez tout ce que vous voulez planter, et après comment ça se passe? Est-ce que vous entretenez? Est-ce que vous alimentez au fur et à mesure? Comment la suite de la culture se fait? Alors il faut toujours qu'il y ait cette nourriture. Après elle est ingérée cette nourriture aussi si on met un couvert végétal de 5 cm. Il faut savoir que la ration des organismes du sol, après ça dépend hein, si on parle d'un sol en Écosse ou d'un sol en Afrique. Ouais. Voilà, plus il fait chaud, plus l'activité biologique sera importante. Donc déjà rien que si on prend un sol du nord de la France et un sol du sud de la France, l'activité biologique va être beaucoup plus importante chez nous dans le sud. Voilà, donc la ration du sol, la ration annuelle des organismes du sol, c'est 3-4 cm environ. D'accord, donc il y a à chaque fois, quoi qu'il arrive, un couvert végétal en plus de vos plantations. Oui. D'accord. Ouais. Ok. Et donc ça s'entretient au fur et à mesure. Exactement. Ok. Et une fois que, donc, tant qu'il y a de nourriture, votre plantation continue à grandir, à produire ce qu'elle doit produire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous faites, par exemple, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, dans la taille des plantes ou dans je sais pas, le travail de la terre à ce moment-là, ou je sais pas, j'en ai aucune idée, je pose la question. Alors Florent, on avait dit de se souvenir d'une question déjà. Comment faire pour ne pas faire? Comment faire pour ne pas faire, exactement, voilà, tout à fait. Alors moi je suis partisan aussi de ne pas faire, donc j'essaye d'en faire le moins possible, pour que ça me prenne le moins de temps possible. Donc bon, je sais pas si la question est dans si ma réponse va être dans le thème, mais si on prend l'exemple de la tomate, ouais. Les gourmands. C'est ça qu'on dit, non, les gourmands? Les gourmands, ouais. Ok, on n'appelle pas ça un gourmand ici. Moi, j'appelle pas ça des gourmands, c'est pas vrai. Parce que pour moi, c'est vrai. Les gourmands, c'est nous. Pourquoi on appelle ça des gourmands? Parce qu'en fait, tout simplement, on veut des tomates plus précoces.
et c'est tout en fait. C'est tout, c'est nous les gourmands. Parce qu'en fait, le fait d'enlever, moi j'appelle ça des ramifications, le fait d'enlever ces ramifications, en fait, ça va créer plein de plaies à la plante qui vont lui faire plein d'ouvertures pour faire entrer le mildiou ou autre champignon. Donc en fait, c'est des fragilités. On va juste faire une parenthèse par rapport à ce que les gens ne voient pas forcément. C'est-à-dire que dans la récolte, si on prend l'exemple des tomates, beaucoup de récoltes se font quand les tomates sont vertes. C'est ça, je ne me trompe pas? Il faut qu'elles soient quand même colorées. Enfin, un minimum coloré. On appelle ça un fruit climactérique. Climactérique, d'accord. C'est ça Donc qui, grâce à l'émanation d'éthylène, va pouvoir continuer à mûrir après sa récolte. Alors justement, on y vient, c'est exactement là où on va venir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement quel est le rôle, ce que c'est l'éthylène et quel est son rôle par rapport justement à des tomates que l'on va cultiver, qu'on va ramasser, qui vont être vertes rouges, et quand elles vont se retrouver sur nos étalages, et là elles sont rouges. Quel est le phénomène? Alors, moi l'éthylène, sa provenance, j'en ai aucune idée. Ça mérite d'être. Je suis pas chimiste, mais en fait, l'éthylène consiste, que ce soit sur une plante ou même après récolte, le fruit continue à mûrir grâce à l'éthylène. C'est-à-dire que si on a des tomates vertes sur la plante et qu'on a des tomates rouges à côté, la tomate qui est rouge va contaminer? Non, je dirais pas contaminer, mais dégager de l'éthylène, voilà, et qui va le déposer sur d'autres tomates et qui vont aider l'autre tomate à mûrir. Donc c'est à dire que si on veut avoir plus de tomates rapidement, il faut laisser quelques tomates sur le plan. L'éthylène dégagé par cette tomate rouge va aider le fruit à mûrir. Donc après il y a des fruits qui sont dits plus climactériques que d'autres. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Par exemple, une fois récoltés, ils mûriront plus. La fraise, la framboise, il faut vraiment les récolter à maturité, sinon ils mûrissent plus quoi. Est-ce qu'au niveau du goût, un fruit ou un légume qui va être cueilli pas encore mûr, au niveau du goût, il y a celui-là et un autre qui va subir, qui va aller à maturation, est-ce qu'il y a une différence ou pas du tout? Est-ce qu'un enfant né prématurément sera en meilleure santé qu'un enfant arrivé à terme? Non, je pense pas. Non, c'est pas normal de prendre des bananes vertes et de leur faire traverser et de leur envoyer justement de l'éthylène dans ces cargos quoi, pour les faire mûrir. Non, parce que du coup, il y en a certains qui balancent de l'éthylène volontairement pour pouvoir les faire mûrir plus rapidement. Ouais, bien sûr. Non, bien sûr qu'un fruit arrivé à maturité sur la plante sera plus nutritif, sera meilleur au goût, sera plus sucré qu'un fruit récolté vert, quoi, forcément. Après, bien sûr, la tomate, s'il lui manque quelques jours, qu'il lui manque pas grand-chose, ça va pas changer énormément. Mais c'est important qu'il y ait quand même un certain stade qui soit atteint, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, parce que bon, là on est dans une plantation, dans une ferme où il y a forcément des planches de plantation, il y a certaines serres et il y a toute la forêt autour. Est-ce que les arbres qui sont dans votre ferme et autour de votre ferme ont un impact, quel qu'il soit, sur... Justement, je voulais le dire ça tout à l'heure par rapport aux mycorhizes. J'ai cherché le moment pour le placer, mais il faut savoir que les mycorhizes viennent de la forêt. Là, pour nous, pour la ferme, on est dans un milieu artificiel, donc pour que les mycorhizes arrivent, ils reviennent de la forêt. Mais le problème, c'est qu'un mycorhize, un mycorhize ne peut pas rentrer en contact directement avec mon navet en fait. Pour qu'il passe de ce pain complètement gigantesque jusqu'à mon navet, il va passer par des intermédiaires. Donc genre il va passer par le maquis qui est autour, ou les figuiers, ou les pêchers. D'accord. Et après, grâce à ces intermédiaires, ils vont passer par les rosacées aussi. Enfin, c'est pour ça que c'est important d'avoir des rosacées autour. C'est tous ces intermédiaires qui vont... Qu'est-ce qu'on appelle des rosacées? Les rosacées sont les ronces en gros. D'accord. Donc les ronces sont nécessaires, elles ne sont pas forcément... Les ronces en fait, ce sont l'avancement, le signe de l'avancement d'une forêt. D'accord. Donc voilà. Plus il y a de ronces, en plus une forêt est saine. Non, c'est signe d'avancement, pas de bonne santé. C'est-à-dire que la forêt avance. D'accord, ok.
Elle grandit. Voilà, la ronce, c'est le précurseur de la forêt en fait. D'accord. Voilà, c'est des étapes qui font qu'on peut voir qu'une forêt se développe ou pas. Et donc oui, en passant par ces intermédiaires, en fait, on va pouvoir avoir cette connexion qui vont passer des grands arbres, par exemple là au figuier ou au pêcher qui est derrière, et qui vont aller toucher mon grand et gigantesque navet aussi. Mon grand et beau navet. Du coup, là dans votre plantation, est-ce que vous... Les graines? Voilà, exactement, j'allais venir. Est-ce que vous utilisez vos propres graines ou est-ce que vous en achetez dans des coopératives ou à des entreprises ou peu importe? Comment ça se passe? Alors, comme on a commencé il y a qu'1 an et demi, on évolue crescendo. Enfin, c'est la base des choses, on va pas se surcharger de choses trop compliquées dès la base. Donc nous, notre but, ça a été surtout de privilégier le maraîchage en premier et petit à petit de faire les graines. On va commencer par les graines les plus simples aussi, mais avant tout, en fait, bon, on a hérité de l'oignon rose de Menton. L'oignon rose de Menton, c'est-à-dire? Ouais, l'oignon rose de Menton qui a beaucoup de qualité. C'est à la base, il était dit doux, mais l'oignon doux rose de Menton, on a changé son appellation. Et c'est un oignon qui a beaucoup de qualité. Et en fait, on a hérité de cette reproduction de semences. C'est une souche qui a environ une centaine d'années, d'après ce qu'on en connaît. C'est possible qu'elle l'ait plus. Donc c'est une amie qui était maraîchère, qui maintenant est à la retraite, qui l'a laissé à notre ami qui tenait la ferme ici avant, à Arnaud. Elle lui a offert la semence pour qu'il puisse la reproduire. Donc elle lui a laissé tout le patrimoine, toute l'explication de comment les semences sont arrivées jusqu'ici, en fait, hein, tout le chemin qu'elles ont fait, et aussi le mode cultural, quoi, l'itinéraire cultural de comment elle le fait. Et après, donc voilà, bon, après nous on le cultive comme on veut, mais bon, le but c'est surtout de garder cette semence, quoi, voilà, de l'adapter à notre itinéraire culturel, à notre mode de culture, mais le but c'est de quand même garder cette souche et la faire évoluer avec le temps petit à petit, mais de garder quand même dans les grandes lignes l'aspect de l'oignon, le côté rose aussi. Et ça en fait c'est toutes des questions qu'on se pose au sein du collectif. Le collectif qui s'appelle la MSPM, la Maison de Semences Paysannes Marapines, dans laquelle on fait partie. On a hérité de ça aussi en reprenant la ferme. Et en fait c'est un honneur de pouvoir faire partie de ce collectif, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y vivent, hein, qui sont super intéressantes, des personnes vivantes, très très agréables, et c'est un vrai plaisir de pouvoir coévoluer à l'intérieur de ce collectif. Le rôle de cette association-là, de cette coopérative, c'est quoi? C'est de récupérer un maximum de graines et de les échanger, de les vendre? Comment ça se passe? Ouais, leur but c'est ils répertorient en fait les semences locales, de variétés plutôt anciennes ou pas, ou alors les adapter aussi localement. Et en fait, nous, notre but en fait, au sein de ce collectif, c'est de pouvoir avoir des semences qu'on puisse se partager en fait, en toute légalité. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'en fait, nous ici on reproduit l'oignon, et il y aura un collègue maraîcher ou jardinier, parce que ça peut être un jardinier amateur, hein. Même vous, Florent, vous pouvez le faire chez vous. Peut-être vous avez un balcon, je sais pas. Même avec un balcon, on peut peut-être commencer comme ça, je sais pas. Mais oui, n'importe quel jardinier amateur, professionnel ou non, peut se mettre dans cette association. Il faut savoir qu'il y en a partout en France. Peut-être qu'il y en a une chez vous. Et donc en fait, nous on reproduit ici l'oignon. Et peut-être que, enfin pas peut-être, mais on a un collègue maraîcher qui là-bas reproduit le haricot. Donc une fois par an, on se regroupe et là on s'échange nos semences. Voilà, donc ce qui fait que en fait, si moi je fais l'oignon, l'autre il fait le haricot, l'autre il fait la tomate, l'autre il fait le navet. En fait, grâce à ça, on arrive à avoir des semences gratuites en troc, et en plus locales, adaptées au sud. Enfin, c'est absolument génial, quoi. Et pas payantes comme certaines entreprises font avec leur licence particulière. Ça nous permet de pouvoir faire vivre des personnes qu'on connaît en plus. Enfin, je veux dire, c'est vivant, quoi. C'est vivant, c'est génial. Super.
Très bien. Là, sur votre plantation, là, sur votre ferme, vous savez combien d'hectares vous avez, plus ou moins, ou, enfin d'hectares ou je sais pas, de Bon, surface? ici dans le sud, ici on a 1 hectare. On fait du maraîchage sur environ 5000 mètres carrés. D'accord, ok. Mais on a une chance absolue d'avoir ce terrain, quoi. Enfin, Ce terrain-là. Et du coup, là, par rapport à la production que vous avez sur ces 5000 mètres carrés, ouais. euh, Combien de personnes on arriverait à nourrir? ouais, pas juste, enfin, je sais pas si vous connaissez. Théoriquement, quoi, Ouais, à peu près. ouais, exactement. Ouais. Ben, une approximation approximative. Très belle répétition. Voilà, on pourrait nourrir, je dirais, entre 100 et 150 personnes. 100 à 150 points. Environ. Super, bah, c'est déjà, déjà un sacré nombre. C'est déjà super, ouais. Ouais. Ça dépend de l'intensité à laquelle on veut cultiver. Enfin, ça Ouais. dépend de combien il y a de personnes sur la ferme. Ça dépend de nous, combien de temps on investit aussi dedans. Voilà, si. Et justement, ben, on y vient par rapport à cette condition-là de travail. Ouais. Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'heures vous travaillez par jour, ce que ça demande en termes d'investissement physique, mental, enfin je sais pas, est-ce qu'il y a... On parle pas en termes d'heures dans ce D'accord. milieu-là, on parle en termes de jours. Combien de jours par jour en fait? D'accord, ok. Voilà, donc. C'est plus de 24 heures par jour. Ouais, c'est ça. Non, mais bah, ça dépend de beaucoup de choses. Bon, nous, on a eu la chance d'avoir un peu d'argent de côté pour, en fait, à notre installation, pouvoir passer l'année justement à s'installer. Donc, par exemple, durant cette année d'installation, qu'est-ce qu'on y a fait? C'est qu'on y a installé l'irrigation. Si après ça vous dit de voir ma colonne de programmateurs, on y a mis des programmateurs avec Electrovan. Donc en fait de tout l'été je me suis occupé que très peu de l'irrigation. D'accord. J'ai compris qu'en fait j'ai compris qu'il y avait beaucoup de maraîchers qui faisaient des burn-out. C'est une réalité. Ouais. Faut pas se le cacher. Donc j'ai compris qu'il fallait que je gère ma gestion de manière assez pointilleuse et que j'élimine les facteurs chronophages. D'accord. Voilà. Donc en fait, j'ai vu rapidement que l'irrigation était un gros point qu'il fallait améliorer. Surtout ici sur la ferme, il n'était pas du tout optimisé. Donc on y a fait un gros travail. Et aujourd'hui, bon, bah, avec les programmateurs, c'est absolument génial. On peut se permettre de lésigner ça. Enfin, pas de lésigner, mais d'y accorder moins de temps, quoi, en fait. Voilà, ça c'est un gros point de temps gagné. Et le second temps, c'est le désherbage. D'accord. Le désherbage, c'est une grosse perte de temps. Donc nous, on a fait le choix de travailler avec des bâches. Voilà. Donc moi, c'est pas mon grand plaisir de travailler avec la bâche. Au début, je voulais pas. D'accord. Pourquoi? C'est quoi le désavantage de la bâche ou L'avantage de la bâche, il est quand même absolument magnifique. Merci le pétrole, quoi, je dois le dire, merci pétrole. Parce que en fait, le désherbage ne nous fait pas gagner de temps, il ne nous fait pas gagner d'argent. D'accord. Voilà, et c'est pas un grand plaisir de passer son temps à désherber, malgré que ça soit, on peut se permettre de prendre ce temps pour faire de la méditation. Ouais. Voilà, c'est absolument génial de désherber en méditation au moment présent. Mais désherber 5000 mètres carrés dans le moment présent, c'est pas agréable. c'est pas génial. Donc la bâche, elle fait quoi? Elle empêche le soleil de pénétrer. Exactement, donc elle va en fait simplement occulter à la lumière. Donc nous on utilise des bâches en toile tissée, c'est-à-dire qu'en fait elles vont occulter, elles laissent quand même passer de la lumière, donc en fait vraiment les plantes super vivaces, Ouais. elles arrivent légèrement à se développer, mais elles sont quand même très très faibles. D'accord. Donc en fait, pardon. Donc si on veut par exemple tuer un chardon ou un liseron, qui est une plante très vivace, on va lui mettre, on va la bâcher, mais si on veut la tuer, il va lui falloir 6 mois d'été, voire plus. 6 mois de période poussante. Moi je pense qu'il faut plus ici dans le sud. Je ferai même peut-être 2 ans pour être sûr, pour être tranquille. Voilà. Donc nous en fait ce qu'on essaye de faire, au début je voulais pas les utiliser, mais quand je me suis aperçu que même quand je mettais à un endroit où que je stockais mon broyat sur une hauteur même de 50 voire plus 50 cm, quand je voyais mon liseron qui 2 semaines après passait au travers, ou le chardon pareil, je me suis dit là je vais faire face à un problème. Moi qui comptais sur ma couverture du sol pour empêcher en fait oui,
ça empêche certaines herbes de se développer et d'y aller. Mais en fait, quand on a un liseron qui est super puissant et que là, on est en train de lui apporter à manger, le gîte et le couvert, pareil, lui, il est super heureux, quoi, en fait. Et il va se développer, il va exploser. Donc, en fait, ça va tuer certaines herbacées et d'autres, en fait, ça va les faire exploser, quoi. Donc, en fait, on se sert de la bâche justement pour occulter. Ici, on utilise des bâches en toile tissée. Donc en fait, c'est-à-dire qu'elles vont laisser le sol respirer, malgré que même apparemment des essais ont été faits par d'autres fermiers. Même les bâches pleines, donc sans perforation, laissent quand même respirer le sol. Voilà, ça va passer par les extrémités des bâches ou autres, ou des procédés dans lesquels je n'ai pas l'explication. Voilà, des échanges de gaz dont je n'ai pas l'explication. Mais sinon, on utilise quand même des bâches en toile tissée qui sont plus durables dans le temps. Donc on les garde. Moi ça fait qu'un an que je les ai, mais je connais des maraîchers qui les ont depuis plus de 5 ans, même de 7 à 10 ans. Donc c'est quand même, c'est pas les ignames, c'est quand même. C'est assez écologique. Enfin, sur la durée, comme vous dites, c'est assez écologique. On ne les change pas chaque année. Exactement, c'est pas du jetable, quoi. D'accord. C'est pas du jetable. Et en plus, donc, comme elles sont en toile tissée, elles vont permettre en fait que l'eau puisse passer, donc l'eau va pouvoir traverser et l'air va pouvoir aussi, des échanges d'eau et d'air qui vont pouvoir s'y faire sans que les plantes ne puissent traverser, quoi. D'accord. Ok, Voilà. alors justement, il y a un sujet là qui on touche, qui est très important, enfin très intéressant. D'ailleurs, on en avait parlé la dernière fois par rapport justement aux herbages et tout ce qui va être. Donc là, vous utilisez des bâches, mais tout ce qui est, par exemple, les pesticides qui sont très décriés de nos jours, que ce soit dans les fermes industrielles comme dans les fermes bio d'ailleurs, parce que elles en ont aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus par rapport à ce que est-ce que vous en utilisez d'une part, et si oui, est-ce que c'est d'une absolue nécessité? Déjà non, on s'en sert pas ici. Après, est-ce que c'est d'une nécessité? Moi, j'ai pas étudié pour la grande culture. Je sais que dans la grande culture, apparemment, ils ont du mal à réduire leur dose de glyphosate. Enfin, ils ont du mal à l'enlever. Ils ont des facilités justement à le réduire. Ils l'ont déjà apparemment vachement réduit dans certaines. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle le MSV, c'est la culture qu'on pratique, le maraîchage sur sol vivant. Voilà, c'est un groupe en France qui est en train de révolutionner l'agriculture. Et en fait, eux s'occupent de grandes cultures et justement s'occupent de baisser ces taux de glyphosate qu'ils utilisent à chaque fois, ce pourcentage de glyphosate qu'ils utilisent. Donc ils ont vachement réussi à le baisser, pas à l'éliminer, mais à le baisser, ce qui est déjà super. Nous ici on n'utilise pas parce que soit je préfère désherber à la main, soit j'essaye de gérer avec la couverture végétale. Voilà, si on veut que nos graines ne germent pas, en fait il faut qu'elles aient une couverture végétale sur la tête. Donc si au-dessus de mes graines il y a une couverture végétale, qu'elles n'ont pas de lumière, si elles n'ont pas un flash lumineux, elles vont pas germer. D'accord. Donc hormis le désherbage manuel, hormis la bâche, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous utilisez pour pouvoir justement gérer toute cette mauvaise herbe? Alors non, là c'est pas, je voudrais, non, en herbe, d'abord bon, nous on n'appelle pas ça mauvaise herbe, mais bon, aujourd'hui on appelle ça plutôt, commence à se diriger plutôt vers l'appellation de plante bio-indicatrice. D'accord. C'est-à-dire, alors juste on dit deux mots sur ça, sur ce mot plante bio-indicatrice. Exactement. Donc en fait c'est simplement que une personne avertie, une personne qui connaît ces plantes bio-indicatrices. Moi, j'ai pas encore ces connaissances-là. Gérard Dussert a fait un super bouquin à ce propos-là. Il est absolument génial. Moi, je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu énormément de bien. En fait, simplement en observant notre planche de culture ou autre, en fait, hein, une jachère, on peut dire si notre sol est argileux, s'il est sableux, s'il est compacté, s'il n'est pas compacté, si on a de l'hydromorphie. Donc, en fait, ces plantes vont nous indiquer l'état de vie, l'état de tassement de notre sol et vont nous donner plein d'indications en fait sur notre sol. Voilà. C'est pour ça qu'on les appelle aujourd'hui des plantes bio-indicatrices, des plantes indicatrices. D'accord, ok. Fin de la parenthèse. Voilà. On poursuit ce qu'on avait commencé par rapport justement à ce que je disais des mauvaises herbes. Ouais, donc ici on n'utilise pas de pesticides pour tuer les herbes qui vont nous embêter. Soit on désherbe à la main, soit on se sert du couvert végétal, soit de la bâche. Donc on essaie de jongler entre ces trois alternatives. Après, en produit, par exemple, ce qu'on peut dire,
par exemple, plutôt pour le traitement de maladies ou autre, on a une attaque de mildiou. Le mildiou, c'est un des champignons le plus connu sur la tomate, quoi. De mildiou et autres champignons. Donc, ce qu'on y a fait en premier temps, c'est que on y a pulvérisé un macérat d'ail ou une décoction, ou nous on a un extracteur de jus, donc on y a extrait l'ail, de l'ail avec l'huile essentielle de laurier. Voilà. Donc en fait l'ail est un fongicide et on a essayé de traiter le champignon avec ce fongicide. J'ai fait 2 traitements. Bon, ça m'a coûté quand même cher en ail et je sais pas si c'est parce qu'il était trop imprégné que ça n'a pas réussi à remettre la culture sur pied. Donc là après en fait j'ai appliqué sur le sol ce que je m'applique à moi-même. C'est-à-dire que là j'ai eu une conjonctivite par exemple il y a 2 semaines. J'ai essayé de me soigner d'abord par les moyens naturels, et si j'y arrive pas, j'utilise d'autres moyens qui sont un peu plus radicaux. Je pense qu'il ne faut pas se braquer là-dessus, mais il faut utiliser ça à bon escient. Je pense que c'est important parce que sinon dans ce cas-là, j'utilise pas ma voiture parce qu'elle consomme du pétrole ou quoi. Mais le but c'est plutôt d'utiliser moins sa voiture. Enfin, oui. Ce qui est important c'est comment on utilise les choses. Donc là comme je disais pour ma conjonctivite, au début j'ai essayé de me soigner par des moyens naturels, puis après c'était une conjonctivite bactérienne, donc j'ai dû prendre des antibiotiques voilà, pour tuer cette bactérie parce que j'ai pas réussi avec les moyens naturels. Donc là j'ai appliqué exactement en fait le même procédé, c'est-à-dire qu'on a essayé d'abord avec l'ail et l'huile essentielle de laurier. Ça n'a pas été efficace, peut-être que si je l'avais fait avant ça aurait été bon. Là ça n'a pas été efficace, donc du coup j'ai utilisé un traitement à base de cuivre. Pas de la bouillie bordelaise parce que c'est beaucoup trop fort, jamais j'utiliserai ça, même si apparemment c'est autorisé dans le bio, parce que c'est pas parce qu'il y a l'étiquette bio que c'est top génial, hein, faut pas se croire ça, hein, mais bon, aujourd'hui on se le cache pas, on le sait, mais un produit qui est beaucoup moins puissant que la bouillie bordelaise, et écoutez, sont super bien repartis, j'étais super content, et après j'ai perdu plein de cultures après, hein, parce que à cause du champignon, mais je préfère accepter de perdre plutôt que de combattre la nature et d'aller acheter du produit, le balancer et tout. Enfin, à un moment, je préfère accepter de perdre. Je suis pas dans le besoin financier, je suis pas dans le besoin de nourriture, quoi, alimentaire. Donc j'accepte que ça se passe, et le but c'est d'essayer d'avoir l'année prochaine une plante plus résistante, quoi, voilà. C'est d'améliorer ça, d'améliorer ma sélection de graines et voilà, quoi. Ok, du coup j'ai quelque chose à vous lire, ouais. Et j'aimerais que vous me dites ce que ça vous évoque, ce que vous en pensez, ou enfin, vous me direz. C'est un chiffre, et ce chiffre c'est 0,14%, c'est-à-dire 0,14% du budget de l'État est consacré de nos jours à la biodiversité. Et on se rappelle d'ailleurs du slogan de Macron au début de son quinquennat. Hein, Macron, qui disait « Make our planet great again », en reprenant le slogan de Trump. Cela étant dit, par rapport à tout ce qui s'est passé, non pas depuis que Macron, mais depuis aussi avant, entre l'urbanisation galopante, la chasse intensive, le droit de l'environnement qui est détricoté, les non-interdictions de certains pesticides, la convention citoyenne récente dont seulement 10% des propositions étaient acceptées par le gouvernement, les dénis politiques des rapports du GIEC, l'urgence climatique, le budget de l'année prochaine du ministère de l'écologie qui est en hausse mais qui est loin d'être à la hauteur des enjeux socio-économiques qui nous attendent. Vous qui faites face à tous les jours à cette biodiversité, ce vivant avec lequel vous collaborez, est-ce que ce chiffre 0,14% qui est dédié à la biodiversité, ça vous choque, ça vous attriste? Est-ce qu'il y a quelque chose là que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, moi ça me rappelle une chanson de Dalida qui disait parole, parole. Oui. Bon, pour moi 0,14%. Je dirais comme Monsieur Divisio, sortez-moi vos sources, parce qu'autant s'il faut c'est 0,014, s'il faut c'est 0,0014. Enfin, il y a tellement d'imprécisions dans tout ce qu'ils font que pour moi c'est mon avis personnel.
Déjà, bien sûr que 0,14% c'est beaucoup trop peu. Après, pour moi, dans tous les cas, que ça soit, même s'ils disaient 100%, même s'ils allouaient 100% verbalement, quoi, en tout cas. Vous ne serez pas dupe de cette théâtralité-là? Non, voilà, faut pas. Bon, moi, j'en attends rien d'eux. Hein, c'est pas. D'accord. Donc vous penchez beaucoup plus sur le fait que, en effet, 0,14% consacré du budget consacré à la biodiversité, c'est loin d'être suffisant, et que forcément vous espérez que dans les prochaines les élections qui arrivent l'année prochaine et les prochaines échéances politiques, beaucoup plus de choix soient mis en œuvre, de politiques soient mises en œuvre, justement à défendre cette biodiversité-là et à la promouvoir beaucoup plus que ce qu'il n'est actuel. C'est simple. Je sais pas, pour moi, on n'a pas le choix, quoi. Pour moi, on n'a pas le choix. Pour moi et beaucoup d'autres personnes, on n'a pas le choix. Si on veut continuer à vivre sur cette planète, elle sera encore là, il n'y aura pas de problème. Hein. Même s'il y aura des tsunamis partout et des volcans, la planète, elle sera encore là, elle se rééquilibrera toute seule, elle n'a pas besoin de nous, quoi. Mais nous, on sera plus là, quoi. Nous, on sera plus là ou on sera mal en point, quoi. Moi, c'est pas mon but de vivre mal en point, parce que là, de toute manière, à la vitesse où ça va, on peut vivre des choses très désagréables, malgré que je pense qu'on va les vivre, hein, ça c'est sûr. Donc si nous déjà on va en vivre, si demain j'ai un enfant et que je le regarde droit dans les yeux et que je lui dis c'est moi qui ai contribué à la fabrication de ce monde, je le regarderai pas droit dans les yeux, c'est pas possible, quoi. J'aurais trop honte de moi, quoi. J'aurais trop honte de moi. Donc pour moi c'est une évidence de se pencher sur ce sujet. Pas facile aussi, hein. Et de l'approfondir et de le favoriser même, en fait, hein. Pour moi ça doit être ça. Alors, et justement, la question est tout de suite trouvée par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre expérience en tant que maraîcher, en tant qu'homme. Est-ce qu'il y a, selon vous, des pistes d'un débat à mener pour justement, nous on travaille dans la santé, donc c'est un direct rapport entre agriculture et santé. Est-ce qu'il y a des pistes de débat afin d'améliorer le système actuel? Pour moi, la piste la plus évidente à travailler, déjà c'est l'ouverture du cœur, l'ouverture de son cœur, plutôt que le mental. Moi je le vois quand je suis dans le mental, que je fais quelque chose, je le fais pas avec le cœur. Voilà. Il n'en résulte pas quelque chose d'artistique ou de créatif, quoi. Ou dans... Donc en fait, mettre en valeur beaucoup plus des valeurs humaines du style, dans le genre de la fraternité, de la prise de connaissance, de conscience, pardon, de comment on respire à terre, comment vit la nature, etc. Voilà, il faut que notre mode de pensée soit basé sur le vivant. Voilà. Et au maximum, bien sûr, qu'on reproduise un mode de vie physiologique, autant pour nous que pour le sol, que pour les oiseaux, pour tout le monde. La faune, la flore. Voilà, parce que les oiseaux c'est exactement la même chose. Enfin, il y a des avions, enfin, ils bouffent du kérosène. Enfin, tout le monde est touché en fait par nos actions, quoi, et nos non-actions aussi. Notre façon de vivre. Oui, c'est ça. Et justement, est-ce qu'il existe une démarche qui vous est propre actuellement, que vous auriez mis en place dans le cadre justement de répondre à cette façon de vivre, ce mode de consommation, pour justement limiter cet impact-là? Alors toujours pareil, comment faire pour ne pas faire, le non-agir, la sobriété, se contenter de peu, vivre simplement, quoi, en fait, hein. Enfin, c'est la manière la plus simple, la manière la plus simple de vivre, c'est pour moi aussi la plus heureuse, quoi. Je vois quand je suis dans le mental, quand je suis pas connecté avec la nature, avec l'environnement qui m'entoure, je fais machine arrière, en fait. Mais si pendant ce temps que je récolte un légume et que là je me dis tiens, je vais le faire dans le moment présent, et tiens, je vais peut-être même me prendre 5 minutes
ça va pas me mettre en retard, ça va pas me plomber ma journée. Et je vais m'allonger sur le sol. Et rien que le fait de faire ça, ben, en fait les énergies elles circulent à l'intérieur du corps. Là il y a une connexion qui se fait avec tout notre environnement, quelque chose qui est invisible pour nous en fait, mais c'est pas parce que l'amour est invisible, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là et qu'on ne le ressent pas. La lumière c'est pareil, on voit pas ces rayons, pourtant si on allume une lumière ici et qu'il y a un mur là-bas, ça va venir frapper le mur, enfin ça va venir toucher le mur. Ben, nous c'est pareil, il y a plein, si on est en synergie avec notre entourage, tout se déroule de manière plus connectée avec notre environnement. C'est tellement plus simple, quoi. C'est tellement plus agréable et plus simple. La vie est tellement voilà, c'est agréable. Bon, du coup, on a notre dernière question. Ouais, super. Est-ce que vous avez un conseil pratique à donner à ceux qui nous écoutent? Ok. Celui que vous voulez. Un conseil. Dans le domaine que vous voulez. Bon, alors. Je vais revenir juste sur ce que je disais juste avant, c'est de se reconnecter à son intuition et son cœur. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai pris un nombre de décisions grâce à ça qui m'a été pour moi les meilleures décisions que j'ai jamais prises. Ça, c'est une première chose. Secondo, ça serait 2 conseils alors. Hein. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas un souci. La résilience. La résilience. Ouais, la résilience. Augmenter votre autonomie, votre résilience. Essayez de vivre sans besoin extérieur, quoi. C'est avec un minimum de besoins extérieurs, sans dépendance à l'extérieur, à la société, une émancipation à la société. Pour moi, c'est quelque chose d'important pour moi en tout cas. C'est quelque chose qui est important pour moi, peut-être pas pour d'autres personnes, mais augmenter sa résilience avec les temps qui viennent, je pense que ça serait un sage conseil, quoi. Repenser son rapport à la société. Ouais. Super. Merci beaucoup Rudy. Avec plaisir, merci Florent. Et puis est-ce que tu peux rappeler, est-ce que tu te situes où est-ce que se situe la ferme de la Sousta? Ouais, avec plaisir. La ferme de la Sousta, elle se situe la Pointe de Comte. Voilà. Pointe de Comte qui se situe au-dessus de Nice. Qui se situe sur les hauteurs de Nice. Exactement. On n'est pas très loin de Nice, on a un quart d'heure de Nice. Et franchement, c'est un petit havre de paix parce qu'on est entouré d'arbres. Vous pourrez peut-être voir sur les vidéos, mais on est entouré d'arbres, il n'y a pas de bruit. Et on est tout juste à un quart d'heure, 20 minutes de Nice, c'est absolument magnifique, quoi. Et si on veut acheter des légumes que tu produis ici, on peut venir directement à la ferme? Ouais. Est-ce qu'il y a un autre endroit où aller? Non. Directement à la ferme? Non, officiellement, il y a que on essaye de vendre à la ferme directement. Parce que bon, c'est important pour nous en fait d'avoir ce rapport avec les gens. Parce que pour nous en fait ce qui est important c'est que les gens viennent à la ferme. Et nous on veut pas faire de panier ou quoi que ce soit parce que pour nous c'est pas à nous de faire c'est pas au maraîcher de faire les paniers, mais on préfère faire venir les gens à la ferme. Ça leur permet de faire un petit tour dans la ferme, de se reposer, de couper du monde extérieur, de couper de toute cette suractivité dans laquelle on est à l'extérieur. Je le sais parce que tous les matins il y a une queue phénoménale. Et c'est très énervant pour beaucoup de personnes. Et en fait, le fait que les personnes viennent à la ferme, dans ce cadre idyllique, et choisissent leurs légumes, pour nous, c'est super important parce que quand on choisit un légume, on le choisit pour notre bien. Et c'est important d'avoir cette connexion avec le légume, d'avoir cette connexion avec l'aliment, de bienfaisance en fait. Voilà. Super. Donc, ouais, sinon, c'est le mardi et jeudi à la ferme. 16h30, 19h30, sinon le samedi de 9h à midi. Et c'est un vrai plaisir de se rencontrer ici, de parler de culture, d'évolution, tout ça. C'est génial, quoi. Super, merci beaucoup Rudy. Merci Florent, avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est parti. Alors de retour dans le jardin. Ouais. Donc du coup, nous allons voir un petit peu, nous allons faire un trou dans le sol et voir ce qui s'y passe. Donc là, c'est la première couche de broyat qu'on avait déposée l'année dernière. On va déjà la gratter pour éviter de la mélanger au sol qui est en dessous. Et là, on peut voir du champignon.
Là, ça veut dire que le sol, le broyat n'est pas encore bien décomposé. Il y avait probablement trop de pain dans celui-là. Voilà, ça c'est tout ce qu'on voit de blanc, c'est le champignon. D'accord, tout ce qui est blanc, c'est champignon. Voilà, on arrive sur le sol en dessous. On va essayer de lui faire une belle découpe. Là déjà, rien qu'en bougeant comme ça, bon ben, on voit déjà que c'est assez meuble, je pense. Alors qu'est-ce qu'on observe? On voit déjà beaucoup de sombre. On voit des alternances de sombre et de clair. Ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Là on a une tache claire et là on a une tache sombre. Bah, ça serait la matière organique qui est descendue qui a été ingérée. D'accord. Ou même une ancienne matière organique qui avait été mise. Matière organique, ça peut être aussi bien du fumier que du broyat. D'accord. Là on voit une belle galerie de vers de terre. Bon, il y en a plein d'autres, mais celle-là elle est. Tiens, on va essayer de zoomer. Tiens. Celle-là elle est bien grosse. Ça bouge pas, remets-le. Voilà. Voilà, c'est bon, je l'ai. Superbe. Voilà, ça manque un peu d'eau, je dirais. Ça manque un peu d'eau. Mais ouais. Je pense que peut-être on va aller voir pour faire un autre trou ailleurs, pour voir un meilleur exemple. Ok. Mais après ouais, il suffit de. En fait, quand on met la terre dans sa main, on peut voir si il faut un petit peu d'expérience, mais on peut voir si elle va avoir une structure angulaire ou ronde. Et en fait c'est ça qu'on essaie de reproduire avec le labour. C'est une structure de la terre ronde, mais ils y arriveront, on n'y arrive pas quoi. Enfin, c'est pas possible. La seule chose qui fait ça en fait c'est la nature. C'est la nature. Voilà. Nous on arrive toujours à avoir une structure angulaire, et si on voit que bon ben c'est pas tassé, que ça s'effrite bien, qu'on a des galeries de vers de terre, qu'on a une bonne humidité, ben, c'est bingo quoi. Ouais. Voilà. Ok, donc, on va essayer super. de se faire un beau petit trou. Allez, on va essayer de faire un tour, on va voir ce qui se passe en dessous. Bah déjà, on va mettre la terre dessus. Je creuse juste pour arriver à la couche superficielle. J'enlève l'épaisseur de broyat. Après, il n'y a pas d'épaisseur donnée réglementaire. Ah bah ouais. Lui, il sortait d'un trou là. Ah. Attends, je vais zoomer. Il y a un beau trou là en plus d'où il sort. Ouais. Alors ça c'est quoi? Le nom exact? Bah, ça en fait c'est une larve. Mais qu'est-ce qui va devenir lui après, ça j'en sais rien. D'accord. Parce que c'est difficile, ils peuvent se transformer en beaucoup de choses. En beaucoup de choses, dont par exemple le plus connu c'est l'hanneton. Ouais. Voilà, c'est peut-être un hanneton. D'accord. Et une fois j'en ai trouvé un entre les deux stades. Ouais. C'était magnifique. Impressionnant, j'avais jamais vu ça. Voilà, après, comme je disais, il n'y a pas de couche réglementée à respecter, quoi, d'épaisseur de broyat. Après, on va passer... si, en fait, il faut éviter de dépasser les 30 cm. Parce qu'après, en fait, le broyat va monter en température. Et au lieu de se décomposer de manière naturelle avec les organismes du sol, en fait, il va monter en température, et tout ce qui sera monté en température, en fait, tout ce qui sera créé en énergie chaude, va repartir dans le ciel et va être cramé, en fait. Donc c'est des calories qui ne vont pas dans le sol. Ok. On peut voir que ça rentre bien aussi. Là c'est bien humide ici. Ouais, là il y a plein d'insectes, on voit là, qui ressortent. Hop.
Alors. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors c'est toujours bien, on peut faire ça avec le broyat, là avec le broyat ou le sol, avec n'importe quoi de toute manière. Ça permet de nous familiariser avec le sol, avec son odeur. La terre aussi c'est important, elle a son odeur. Ça permet de sentir aussi s'il y a une asphyxie du sol. Ouais. S'il y a une asphyxie du sol, on va avoir des couleurs bleues, ça va sentir la vase. Et c'est pas bon du tout, quoi. Bon. Parce que là, ça bloque toute activité organique. Là, il n'y a pas énormément de galeries. Il n'y a pas énormément de galeries. Après, il faut savoir que nous, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est ici. Ça n'a jamais été cultivé comme ça. Donc on est un peu dans une remise en vie, mais on voit bien que le sol n'est pas compact non plus. Ouais. On voit bien qu'il se désagrège facilement une fois dans la main. Ce n'est pas non plus les galeries qui font la structure du sol. Là on voit un ver de terre qui est en diapose en fait. En diapose, c'est-à-dire? En diapose, c'est-à-dire qu'il se met en boule, en attente, qu'il ait les bons facteurs pour pouvoir sortir, c'est-à-dire soit l'humidité, soit que l'humidité soit dans sa tranche, soit la chaleur. D'accord. Comme on disait tout à l'heure, s'il fait trop chaud, il sort pas. Vous le voyez en boule sur la vidéo? Ouais, je le vois un petit peu, ouais. On va l'embêter un peu. Ouais, il fait un nœud sur lui-même. Donc il descend dans le sol et il se met au repos, quoi. Il ralentit son système nerveux, tous ces systèmes en fait, et il se met en pause, quoi. D'accord. La terre qui essaie de sortir. Ouais. Après c'est pas vraiment la période pour trouver les vers de terre. Là les gros vers de terre ils sont descendus en profondeur parce qu'il fait trop chaud pour eux. Pareil, ils se mettent en diapose. Là où il y a une plus grande activité biologique sur le sol, c'est au printemps et à l'automne. D'accord. Voilà. Sinon en hiver ils ont trop froid et en été ils ont trop chaud. Ou en été c'est trop sec aussi en surface. Super. Voilà. Parfait, ben, merci pour l'explication. Merci pour, pour cette petite démonstration. Avec plaisir.